La Russie a récemment annoncé avoir testé un missile à propulsion nucléaire quelques jours avant de promouvoir un sous-marin à capacité nucléaire. En réponse, Donald Trump a ordonné la reprise des essais d'armes nucléaires aux États-Unis. Mais alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Y a-t-il un risque de guerre nucléaire? Spoiler, non, en tout cas pas aujourd'hui, mais tout de même, c'est des éléments qui sont importants à analyser et à expliquer. Et oui, j'ai dit le mot nucléaire environ 50 fois dans cette introduction, et c'est pas fini. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. On va faire un point factuel à tête reposée sur le sujet. Le 26 octobre, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait testé donc un missile à propulsion nucléaire. Il s'appelle le Bourevestnik, qui veut dire littéralement l'oiseau de tempête, en tout cas qu'on sait bien prononcer. Selon lui, il s'agirait d'une arme, je cite, unique au monde, capable d'échapper à tous les systèmes de défense. Alors en pratique, il s'agirait d'un missile de croisière doté d'un réacteur nucléaire miniature, capable de voler pendant des heures et de parcourir jusqu'à 14 000 km, ce qui est assez pour atteindre en fait n'importe quelle grande ville américaine depuis la Russie. Il pourrait aussi manœuvrer pour contourner certains systèmes antimissiles. Alors attention, c'est important de préciser déjà que là c'est une communication qui vient de Vladimir Poutine, c'est donc un enjeu de communication et de propagande. Et d'un point de vue maintenant plus technique, il faut comprendre que ce missile, c'est pas une bombe nucléaire en soi, en fait c'est un missile propulsé par un réacteur nucléaire et qui est capable de transporter lui-même une ogive nucléaire. Et une ogive, c'est donc la partie d'une arme nucléaire qui contient l'explosif et qui provoque la destruction lors d'un déclenchement. Alors dans les faits, certains spécialistes doutent de la réelle efficacité de ce missile. Selon eux, c'est avant tout en fait une arme psychologique, un moyen pour Poutine d'impressionner ses adversaires, de rassurer ses alliés et de montrer à la population russe que son pays reste une grande puissance militaire. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est pas la seule annonce qu'a fait Vladimir Poutine. Il a aussi présenté une autre arme. Il s'agit cette fois-ci de Poséidon, un torpille sous-marin à propulsion nucléaire qui est censé être impossible, en tout cas en théorie, à intercepter. D'après la Russie, elle pourrait plonger à plus d'1 kilomètre de profondeur, se déplacer à plus de 100 km/h et transporter une ogive nucléaire de 100 mégatonnes, de quoi provoquer un tsunami capable de submerger des villes entières comme Londres ou encore New York. Alors là aussi, attention, beaucoup de vigilance à avoir. C'est difficile de savoir si cette arme elle est réellement opérationnelle ou alors c'est simplement une forme de démonstration de force par la communication. En tout cas, le message de la Russie est clair. La Russie veut rappeler qu'elle reste une superpuissance nucléaire. À noter, c'est un élément important, que Vladimir Poutine s'est retiré fin octobre d'un traité avec les États-Unis qui limitait la production de plutonium. Le plutonium, c'est une matière radioactive utilisée pour fabriquer des armes nucléaires. Et ce traité, il avait été signé en 2000, il a été amendé ensuite en 2010. Il visait en fait à réduire les stocks de plutonium des États-Unis et de la Russie afin d'éviter une prolifération excessive d'armes nucléaires. En réalité, en 2016, Poutine avait déjà ordonné la suspension de la participation de la Russie à ce contrat. Mais donc, eh bien, là, c'est une forme de dénonciation formelle, une nouvelle qui montre en quelque sorte eh bien, le positionnement de la Russie. Bon, mais dans toute cette histoire, il n'y a pas que Vladimir Poutine, il y a aussi Donald Trump. Donald Trump qui a annoncé la semaine dernière reprendre les essais nucléaires aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Donald Trump a justifié sa décision en affirmant que d'autres pays, la Russie, la Chine, la Corée du Nord ou encore le Pakistan, selon lui, menaient déjà des essais, mais sans en parler publiquement. Et ses premiers propos étaient vagues. Est-ce qu'il veut réellement faire des essais d'explosion nucléaire réels? Si jamais c'est le cas, ce serait inédit pour les États-Unis depuis 1992. Alors un peu plus tard, son ministre de l'énergie, Chris Wright, a rapidement précisé que ces tests, ce seraient en réalité des explosions non critiques, c'est-à-dire des essais qui testent tous les composants d'une arme nucléaire sans provoquer de véritables détonations atomiques. Et l'objectif en faisant ça, donc, et en ne faisant pas une réelle explosion, c'est de respecter déjà les accords internationaux et puis de limiter la prolifération et les risques environnementaux et en matière de santé qui sont très importants. Et d'ailleurs, l'histoire montre qu'il y a eu un certain nombre d'essais nucléaires, y compris d'ailleurs en France, on a déjà parlé sur la chaîne, qui ont eu un impact important, notamment sur la santé et sur l'environnement. Bref, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis 1997, les États-Unis, ils font donc des tests non critiques et ils font aussi ce qu'on appelle des essais sur vecteurs. Par vecteur ici, on entend en fait des missiles, donc ça peut être des missiles, des sous-marins ou des avions capables de transporter une arme nucléaire, mais sans déclencher donc l'explosion atomique elle-même. On teste bien donc en quelque sorte ceux qui les transportent. Et ces essais, ils sont légaux et ils ne violent pas les traités donc sur les essais nucléaires. En fait, depuis l'instauration de ce moratoire et donc de ces traités, il y a seulement certains pays qui ont réalisé de véritables explosions. C'est le cas de la Corée du Nord avec 6
6 essais entre 2006 et 2017. On peut aussi parler de l'Inde ou encore du Pakistan en 1998. Mais donc ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de la question donc de cette légalité et de ce respect des traités, ces annonces, elles s'inscrivent dans un contexte où la course à l'armement, et plus précisément ici, la course à l'armement nucléaire, reste un sujet extrêmement surveillé. Alors pour autant, faut-il craindre réellement une guerre nucléaire? En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'aujourd'hui, alors oui, il y a des actes avec des essais qui sont menés, mais c'est surtout une guerre de communication. Une guerre de communication menée donc par plusieurs pays. On peut penser donc ici à la Russie, c'est l'un des deux pays qu'on analyse aujourd'hui. Depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022, Poutine agite régulièrement la menace atomique pour impressionner l'Occident et pour montrer la puissance de la Russie. Et ces annonces, elles relèvent surtout d'un effet psychologique et d'une volonté donc de démonstration de force. De leur côté, les États-Unis, ils modernisent leur arsenal et ils effectuent des tests là aussi pour tenter de maintenir leur crédibilité et leur dissuasion, le tout sans violer donc les traités. Ce qui est sûr en tout cas aujourd'hui, c'est que l'équilibre mondial, il repose sur cette dissuasion-là. La peur mutuelle d'une destruction totale continue à limiter le risque d'un affrontement nucléaire direct. Pour autant, la situation reste fragile et toute erreur de calcul ou mauvaise interprétation peut vraiment créer des tensions, et c'est ce qu'on avait observé d'ailleurs pendant la guerre froide avec cette crainte de déclenchement à terme d'une guerre nucléaire. En tout cas, je me permets de vous en parler ici puisque elle est sortie hier. On a sorti hier notre bande dessinée Hugo Décrypte en Russie qui raconte notamment cette question de l'arme nucléaire, entre autres. C'est l'un des sujets qui est abordé. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers jours, mais elle est donc disponible depuis hier. Je suis très content de vos retours. Merci vraiment pour votre confiance. Et pour tous ceux qui l'ont pas encore, elle est disponible absolument partout, que ce soit en ligne sur tous les sites ou alors chez votre libraire le plus proche, sachant que pour autre information et pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, oui, le Pass Culture vous permet aussi de l'obtenir. Bref, encore merci pour vos retours. Je vous mets tous les liens en description. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les deux Français Cécile Collère et Jacques Paris, détenus en Iran depuis 3 ans, sont sortis de prison. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a annoncé sur X ce mardi soir. En fait, le couple d'enseignants avait été arrêté le 7 mai 2022, puis emprisonné car soupçonné d'espionnage alors qu'ils se trouvaient en Iran pour un séjour touristique. Plus récemment, le 14 octobre, ils ont été condamnés à 20 ans et 17 ans de prison, notamment pour espionnage au profit des services de renseignement français et israéliens. La France a toujours démenti ces accusations, qualifiant le couple d'otages d'État. S'ils sont bien sortis de prison, ils ne peuvent pas encore revenir en France car l'Iran les accuse toujours d'espionnage. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, ils ont été libérés sous caution et placés sous surveillance dans l'attente de la suite de la procédure. Pour le moment, ils restent donc confinés dans l'ambassade de France à Téhéran, la capitale de l'Iran. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a précisé que le couple semblait en bonne santé physique et morale, malgré plus de 3 ans passés dans des conditions indignes et inhumaines extrêmement éprouvantes. De son côté, Emmanuel Macron a demandé au président iranien leur libération pleine et entière. À noter qu'ensuite, l'Iran a annoncé la libération de Madieh Esfandiari, une citoyenne iranienne arrêtée en France en février et accusée d'apologie du terrorisme sans confirmer de lien avec la libération des Français. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, cette fois-ci aux États-Unis, le candidat démocrate de 34 ans, Zohran Mamdani, a été élu maire de New York ce mercredi. Il devient donc officiellement le premier socialiste revendiqué, le premier musulman et le plus jeune maire à être élu à New York. Dans son discours de victoire, Zohran Mamdani a déclaré que son élection, je cite, marquait la victoire de l'espoir sur la tyrannie et montrait à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre. Né en Ouganda dans une famille d'origine indienne, Zohran Mamdani s'affiche en totale opposition au président républicain Donald Trump. Les deux principaux objectifs de sa campagne, réduire le coût de la vie et taxer les plus riches. Plus précisément, il souhaite rendre les bus new-yorkais gratuits, tout comme les services de garde d'enfants, renforcer la protection contre les expulsions locatives abusives et geler les loyers des appartements de la ville. À plusieurs reprises, Donald Trump a qualifié le nouveau maire de New York de communiste sans expérience et menacé ce lundi de réduire au minimum requis les subventions de la ville si Zohran Mamdani venait à être élu. Il a même parlé, je cite, d'un désastre économique et social complet et total si Mamdani remporte les élections. Troisième actu, TikTok est visé par une enquête de la justice française sur son algorithme qui serait susceptible de pousser les plus vulnérables, notamment les mineurs, vers le suicide. L'enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'un signalement du député PS Arthur Delaporte qui soulignait la facilité d'accès des mineurs à la plateforme. Concrètement, l'algorithme du réseau social est accusé de plusieurs infractions, parmi lesquelles la propagande en faveur de produits, objets ou méthodes permettant de se donner la mort. Si l'enquête aboutit à des condamnations, les personnes reconnues coupables risquent plusieurs années de prison et des amendes. En réalité, ça fait plusieurs semaines que TikTok est dans le viseur des autorités. La commission d'enquête sur les effets psychologiques du réseau, organisée en septembre, a recommandé au gouvernement d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et de mettre en place un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans afin de contrer, je cite, un piège algorithmique jugé
jugé dangereux pour les plus jeunes. De son côté, TikTok nie fermement ces accusations et assure dans un communiqué publié ce mercredi proposer, je cite, plus de 50 fonctionnalités et paramètres spécialement conçus pour assurer la sécurité et le bien-être des adolescents. Quatrième actu, 1 million de Gazaouis ont reçu de l'aide alimentaire depuis le début du cessez-le-feu il y a 4 semaines selon l'ONU qui avait déclaré l'état de famine dans certaines parties de la bande de Gaza en août dernier. Cette initiative a été rendue possible grâce au programme alimentaire mondial organisé par les Nations Unies qui dispose de 44 points de distribution alimentaire opérationnels dans la bande de Gaza. Cependant, l'ONU s'était fixé pour objectif d'atteindre 145 points de distribution et d'aider 1,6 million de personnes dès la proclamation du cessez-le-feu. L'organisation a précisé que 700 000 personnes à Gaza reçoivent tous les jours du pain frais et 200 000 des virements et bons numériques qui leur permettent d'acheter des denrées alimentaires et des biens de première nécessité sur les marchés locaux. Parallèlement, Israël a annoncé ce mercredi avoir identifié le corps d'un otage remis par le Hamas ce mardi. Il s'agit d'Itai Chen, un soldat israélo-américain enlevé le 7 octobre 2023. En échange, Israël a restitué ce mercredi matin aux hôpitaux de Gaza les corps de 15 Palestiniens dans le cadre de l'accord avec l'enclave palestinienne. Sur les 28 otages morts que le Hamas avait accepté de remettre à Israël dans le cadre du cessez-le-feu, 21 ont été rendus pour le moment. Cinquième actu, en Belgique, les aéroports de Bruxelles, Charleroi et Liège ont été fermés ce mardi soir après avoir été survolés par plusieurs drones. Tout a commencé vers 20h quand 2 drones ont été repérés au-dessus de Bruxelles et Liège, entraînant l'interruption du trafic et la déviation de nombreux vols vers les Pays-Bas. Le trafic a repris vers 21h avant d'être suspendu à nouveau moins d'1 heure plus tard. Près de 1000 passagers ont dû passer la nuit à l'aéroport de Bruxelles. À l'aéroport de Charleroi, qui est le 2e plus grand du pays, le trafic a également été temporairement suspendu par précaution. Ce matin, les 3 aéroports ont rouvert mais restent perturbés avec de nombreux retards et une centaine de vols annulés à Bruxelles. La situation devrait se normaliser au cours de la journée. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la Belgique est survolée par des drones suspects. La semaine dernière, la base militaire de Klein-Brogel, située au nord-est du pays et qui abrite notamment des armes nucléaires américaines, a été survolée au moins 4 fois. Le ministre de la Défense, Theo Franken, a refusé d'accuser la Russie comme responsable de ces incidents. Selon lui, il s'agit d'une opération coordonnée menée par des professionnels pour semer la panique et déstabiliser la Belgique. Sixième actu, à Paris, le magasin Shein vient d'ouvrir ce mercredi son premier magasin physique au sein du BHV, un grand magasin. Une file d'attente d'une centaine de clients s'est créée ce matin et des bousculades ont même eu lieu au moment d'y entrer. Des militants écologistes se sont également réunis devant pour dénoncer l'ouverture de cet espace de 1200 m² dédié aux géants chinois de l'ultra fast fashion. D'ailleurs, cette ouverture, elle intervient après la découverte de poupées sexuelles à caractère pédocriminel vendues sur la plateforme. Une enquête confiée à l'Office des mineurs a notamment été ouverte ce mercredi. Et d'ailleurs, sur demande du Premier ministre Sébastien Lecornu, le gouvernement a engagé ce mercredi une procédure de suspension de la plateforme Shein en France. On verra ce qu'il en est. Pour revenir à cette ouverture au BHV, face à l'arrivée de Shein dans le grand magasin, plusieurs marques ont annoncé quitter le BHV. Après le départ de la marque de cosmétiques M et celui de Disney qui annule son pop-up de Noël, c'est au tour de la marque de vêtements Agnès B de fermer définitivement son stand du BHV. La créatrice de mode et fondatrice d'Agnès B a notamment déclaré sur France Info, je cite, « être archi contre cette fast fashion qui est pire que tout. On était sur place ce matin, n'hésitez pas à aller voir sur nos comptes Instagram et TikTok. » Et enfin, dernière actu, la hausse des températures mondiales devrait atteindre entre plus 2,3 et plus 2,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon le rapport, même si tous les pays respectent leurs engagements climatiques actuels, le monde dépassera prochainement l'objectif de plus 1,5 degré défini par l'accord de Paris. Lors de la COP21 en 2015, 196 pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement à plus 2 degrés par rapport à 1850 en faisant tout leur possible pour rester sous plus 1,5 degré. À noter que les projections de cette année sont légèrement meilleures que celles de l'an dernier qui tablait sur une hausse de plus 2,6 à plus 2,8. Ce n'est donc pas suffisant, mais selon l'ONU, il est encore possible d'agir. De nouveaux accords pourraient être discutés lors de la COP30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre à Belém au Brésil. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Blanche. Alors je vous le disais, pour commander Hugo Décrypte en Russie, c'est désormais disponible. Je vous mets tous les liens directement en description. Merci encore pour tous vos retours, je suis très content. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.